Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 Ouverture. C'est entendu, Landsteiner est un grand nom de la médecine. Un nom indissociablement lié à l'histoire des groupes sanguins et de la transfusion sanguine. Un nom borné par deux dates, 14 juin 1868, 26 juin 1943, et par deux villes, Vienne et New York. Mais derrière ce nom, derrière ce visage sévère et moustachu, figure un, qui est l'homme? Quelle fut sa vie? Sa personnalité? Sa carrière? Son œuvre? À ces questions tout reste flou ou approximatif, trop souvent convenu, fragmentaire, anecdotique. Sur ses origines, son enfance, son adolescence, sa vie familiale et sociale, ses convictions politiques ou religieuses, l'homme s'est très peu livré. Aucun texte autobiographique connu, pas de déclaration publique, aucune explication sur les grands tournants de sa vie, son choix de devenir médecin, son abandon de la religion juive pour le catholicisme en 1890, son mariage en 1916, son départ pour la Hollande en 1919 et pour elle Amérique en 1922. De même, il ne sait pas ou peu exprimer sur les tourments de sa vie et les drames de son époque. La mort précoce de son père en 1875, la mort de sa mère tendrement aimée en 1908, la perte de sa patrie, l'Autriche-Hongrie en 1918, la fuite en Hollande à la fin de 1919, la montée du nazisme et de l'antisémitisme en Europe. Il ne s'est laissé aller qu'à de rares et pudiques confidences à quelques collaborateurs devenus avec le temps des amis 1, 2, 3. Constantin Levadici, Peyton Roos, Alexander Wiener, Merrill Chesa. Car Landsteiner est un grand timide, austère et taciturne, peu à l'aise dans la vie sociale et en conséquence souvent brusque et épineux. Sa carrière professionnelle est viennoise, jusqu'au départ en Hollande de 1919, à l'âge de 51 ans. Landsteiner est docteur en médecine en 1914, maître de conférences, privat-docent en anatomopathologie en 1903, professeur adjoint d'anatomopathologie en 1911. Il manifeste un goût précoce pour les sciences fondamentales, et spécialement la chimie. Ceci explique sa longue formation postdoctorale de 1891 à 1893 dans des laboratoires de chimie renommés, à Würzburg, Munich et Zurich. Cette carrière, rectiligne et presque exclusivement viennoise, s'accomplit auprès de maîtres prestigieux, Otto Kaller en médecine interne, Eduard Albert en chirurgie, mais surtout Max Gruber à l'Institut d'hygiène et Anton Weschselbaum à l'Institut d'anatomopathologie. La carrière hollandaise de Landsteiner est brève, guère plus de 2 ans, 1920 à 1922, paisible et banale en apparence. Elle est pourtant capitale. En décembre 1919, Landsteiner fuit la dure et désespérante misère viennoise de l'immédiat après-guerre. Il fuit aussi l'irrémédiable écroulement de l'Autriche-Hongrie, de ce monde où il est né et qu'il a toujours connu, brutalement devenu le monde d'hier. 5. À La Haye, Landsteiner accomplit le travail du deuil de son pays, deuil de sa carrière viennoise et il reprend ses forces, médite une nouvelle carrière. Celle-ci sera américaine, à l'appel de Simon Flexner, le directeur de l'Institut Rockefeller à New York. Landsteiner y arrive en avril 1922. Il y reste jusqu'à sa retraite en juin 1939 et même jusqu'à sa mort en 1943. Là encore, sa carrière est rectiligne, et en outre exclusivement consacrée à la recherche. C'est par son œuvre scientifique que Landsteiner s'est exprimé. C'est en elle que se révèle sa véritable stature, et elle est impressionnante. Il fut un chercheur insatiable et probe, ennemi des annonces bavardes, tapageuses ou des hypothèses légères, un expérimentateur habile, méthodique et prudent. Sa première publication scientifique date de 1892 et plus de 50 ans après, à sa mort en 1943, on en dénombrait 346. Figure 1, Karl Landsteiner, 14 juin 1868 au 26 juin 1943. La plupart en allemand et en anglais, mais aussi en français et en hollandais 6. Son principal titre de gloire, consacré par le prix Nobel en 1930, est évidemment la découverte des groupes sanguins ABO, signalé brièvement dès 1900 et publié en novembre 1901. Mais il serait injuste d'oublier ses contributions décisives à de nombreux autres domaines de la recherche médicale. 7. Ses travaux d'immunohématologie avec Julius Donat et Joseph Alban, ses recherches sur la syphilis avec le vénérologue Ernst Finger, sur la transmissibilité du virus de la poliomyélite avec Constantin Levadici,
sa découverte des facteurs M, N et P avec Philippe Levine, ses travaux d'immunologie fondamentale enfin, portant sur le concept d'aptène, la spécificité immunologique des espèces, les mécanismes des phénomènes allergiques. Ses recherches sur le facteur Rhésus méritent une attention particulière puisqu'en ce domaine la postérité scientifique lui attribue très vraisemblablement plus d'honneur qu'il n'en mérite, au détriment d'Alexander Wiener et surtout de Philippe Levine. En Karl Landsteiner, l'homme, l'œuvre et l'époque forment d'ensemble un massif imposant certes, mais sombre et touffu. Alors approchons, observons et derrière le nom, au sein des fureurs de l'époque, découvrons l'épaisseur de l'homme et le génie de l'œuvre. Les personnes dont le nom est suivi du signe font l'objet d'une notice biographique au chapitre X. Chapitre 2, Vienne et l'Autriche-Hongrie en 1868. 1868, cette année-là, le 14 juin, naît Karl Landsteiner. L'événement est minuscule. Un sujet de plus parmi les peuples de François-Joseph, empereur et roi. 1. François-Joseph et la double monarchie. 1868, François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie à 37 ans. Il est déjà dans la 20e année d'un long règne qui s'achèvera à sa mort, le 21 novembre 19161. Son accession au trône d'Autriche, le 2 décembre 1848, a été la conséquence des secousses révolutionnaires de l'année écoulée. Cette révolution de 1848 est l'aboutissement de l'immobilisme politique et social de l'ère Metternich. Elle a déjà provoqué la démission et l'exil de Metternich en mars, puis la fuite de la famille impériale à Innsbruck de mai à août. Les violentes émeutes populaires d'octobre, à Vienne, provoquent un deuxième départ de la famille impériale pour Olmütz II. C'est dans cette ville, devant la famille impériale et la cour assemblée dans le palais archiépiscopal, que l'empereur Ferdinand Ier abdique en faveur de son neveu, l'archiduc François-Joseph III. Commence alors, pour le jeune souverain de 18 ans, il est né le 18 août 1830, un long règne de presque 68 ans sur une complexe et fragile mosaïque de peuples aux langues, aux cultures, aux religions diverses. Jusqu'à la défaite militaire et l'effondrement de 1918, l'Empire des Habsbourg va vivre une époque brillante et pathétique, qualifiée de joyeuse apocalypse par l'écrivain Hermann Broch IV. En 1859, après les défaites militaires de Magenta et Solferino, l'Autriche perd la Lombardie. La Vénétie, autre province italienne de l'Empire, est perdue en 1866. Cette même année, la défaite de Sadowa face à l'armée prussienne consacre le déclin politique et militaire de l'Autriche et à l'inverse, l'influence grandissante du royaume de Prusse au sein des États allemands. De longue date, l'Empire d'Autriche s'est heurté aux ambitions du nationalisme hongrois. En 1867, après de multiples discussions et hésitations, est adopté le compromis austro-hongrois, qui consacre la renaissance du royaume de Hongrie uni à l'Empire d'Autriche dans la double monarchie 5. Ce compromis Ausgleich donne à l'Autriche-Hongrie une assise institutionnelle originale et complexe, avec des ministères communs, défense, affaires étrangères, finances, et deux États souverains unis au sein de la double monarchie, dotés chacun d'un parlement bicaméral et d'un gouvernement. La partie autrichienne comprend les 17 royaumes et pays représentés au Conseil d'Empire, constituant la Cislétanie, du nom de la rivière Lissa, en hongrois Lajsa, petit affluent de la rive droite du Danube faisant frontière entre la Basse-Autriche et le royaume de Hongrie. Sa capitale est Vienne. La Translétanie est constituée du royaume de Hongrie, agrandi de la Transylvanie, et de la Croatie-Slavonie. Sa capitale est Budapest. Ainsi le 8 juin 1867, François-Joseph Ier, déjà empereur d'Autriche, est couronné roi de Hongrie dans l'église Matthias de Buda, au son de la messe du couronnement composée pour l'occasion par Franz Liszt, présent en personne à la cérémonie. Malgré divers soubresauts financiers, dont le krach boursier de 1873, les années qui suivent le compromis austro-hongrois sont marquées par un spectaculaire essor économique. Développement rapide du réseau ferré, essor industriel en Cislétanie, essor de l'agriculture en Hongrie. En 1868, l'Autriche-Hongrie est une puissance politique, militaire et économique majeure en Europe, d'une superficie de 625 000 km² pour 36 millions d'habitants environ. La Bosnie et l'Herzégovine, occupées militairement en 1878, ne seront annexées qu'en 1908.
2. Vienne en 1868, une capitale en plein essor. L'origine de Vienne est très ancienne. Sous le nom celte de Vindobona, c'est d'abord un modeste oppidum établi vers 70 après Jésus-Christ par les légions romaines, aux limites de la province de Pannonie, face aux barbares de l'autre côté du Danube. 18 siècles plus tard, en 1868, Vienne est le cœur de la double monarchie, résidence de l'empereur et de la cour, siège des ministères communs, capitale de la Cislétanie 6. C'est alors une ville de quelques 840 000 habitants, arrondissement du centre et périphérique 7. Elle est en vigoureuse expansion démographique, puisqu'elle comptera 1 930 000 habitants en 19108. Cette croissance rapide est la conséquence d'une forte immigration puisque dans les années 1880, un peu moins de 40% des résidents sont nés sur Place Neuf. L'afflux provient de toutes les parties de l'Empire mais concerne principalement deux groupes, les Tchèques et les Juifs. Les Tchèques sont pour la plupart originaires de Bohême du Sud et de Moravie. Arrivés à la faveur de l'essor économique de la ville, ils sont surtout artisans, tailleurs, cordonniers, maçons, et ouvriers dans l'industrie, tissage, briqueterie, etc. Les femmes sont souvent employées de maison. Au recensement de 1890, près de 20% des Viennois se déclarent d'origine tchèque. La présence d'une petite communauté juive à Vienne est attestée depuis le Moyen Âge. Sa vie est longtemps chaotique, faite de périodes de tolérance ponctuées de violence et d'expulsion. Par son édit de tolérance d'octobre 1781 et janvier 1782, Toleranz Pat, l'empereur Joseph II libéralise la pratique des cultes non catholiques, et c'est sous le règne de François-Joseph que les lois constitutionnelles de décembre 1867 donnent aux Juifs un statut d'égalité avec les autres sujets de l'Empire d'Autriche. Ceci explique le durable et profond loyalisme de la communauté juive envers l'institution impériale et la personne de l'empereur. Cette communauté s'accroît rapidement par afflux de Juifs de Hongrie, de Moravie, de Bohême et un peu plus tard dans le siècle, des provinces orientales de Galicie, Bucovine et Transylvanie, Ostjuden. En 1868, la communauté juive de Vienne compte environ 40 000 personnes. Elle en comptera 175 000 en 1910. Corrélativement à son essor économique et démographique, Vienne vit à cette époque un profond bouleversement urbanistique, avec la destruction des remparts de la vieille ville et l'aménagement du Ring 10. Évoquée depuis déjà plusieurs années, la décision de démanteler les fortifications, murailles, fossés et glacis, est prise par ordonnance impériale de décembre 1857. La démolition est achevée en 1865, libérant un large ruban de quelques 300 hectares autour de la vieille ville. Sur cet espace est tracé un vaste boulevard, la Ringstrasse, au long duquel sont aménagés des parcs et bâtis, pour la plupart dans la période 1860 à 1890, des immeubles d'habitation privée et d'imposants édifices publics, civils ou religieux 11. Chapitre 3, Une jeunesse viennoise, 1868 à 1891. 1. Les origines, enfance. Dimanche 14 juin 1868. À Baden, petite ville proche de Vienne, naît Karl Landsteiner. Il est le premier enfant qui restera unique, de Léopold Landsteiner et de son épouse, née Franziska S. Léopold Landsteiner, figure 2, est né en 1817 à Vienne dans une famille juive. Son père, Abraham Landsteiner, est originaire de Nikolsburg, en Moravie méridionale, actuellement Mikulov en Tchéquie. Après des études de droit à Vienne, Léopold séjourne plusieurs années en France où il semble avoir mené une existence itinérante puisqu'on trouve sa trace à Clermont-Ferrand en 1844, allant en 1844 à 1845, à Lille pour des séjours plus ou moins longs. Il gagne sa vie comme professeur d'allemand ou comme conférencier 1. Il réside longtemps à Paris, où il travaille comme journaliste pour la presse française, il collabore au Journal des débats, au Constitutionnel, et comme correspondant de plusieurs journaux de langue allemande. C'est alors un excellent connaisseur de la situation politique et économique française. En 1848, il rentre à Vienne et en juillet de la même année, participe, comme rédacteur en chef, au lancement par Auguste Zang du quotidien libéral Die Presse, conçu sur le modèle de La Presse, journal lancé en 1836 à Paris par Émile de Girardin. En 1854, il fonde son propre journal, le quotidien Morgenpost,
dont il assure la direction jusqu'à sa mort, à l'âge de 57 ans le 22 février 1752. À l'époque de la naissance de son fils, c'est une des personnalités les plus en vue de la Figure 2. Portrait supposé de Léopold Landsteiner 1817 à 1875. Presse viennoise, particulièrement dans les domaines politiques et économiques. C'est un journaliste respecté pour la qualité de ses articles, précision des informations et des analyses, horreur de tout extrémisme polémique, souci du style enfin. Lorsqu'on évoquait ses qualités de chercheur, sa rigueur et son opiniâtreté, Karl Landsteiner ne manquait pas de rappeler tout ce qu'il devait à l'exemple de son père. Franziska Landsteiner, figure 3, née S, prénommée familièrement Fanny, est beaucoup plus jeune que son mari. Elle est née à Vienne, en mars 1837, dans une famille de commerçants juifs originaires de Prosnitz III en Moravie. Mariée en 1867, elle a 31 ans à la naissance de Karl. Veuve à 37 ans, elle n'aura pas d'autre enfant. Elle ne se remariera pas et en toute apparence, n'aura jamais d'autre amour que son cher Karl. En 1868, les époux Landsteiner habitent Vienne, quartier de Leopoldstadt, à l'emplacement actuel du 27 Unter-Donau-Straße, dans le 2e arrondissement. C'est aussi le quartier du célèbre musicien Johann Strauss. Domicilié de 1867 à 1874 au 54 Praterstraße, il est alors un proche voisin de la famille Landsteiner. À cette époque, le quartier est à forte population juive, un tiers environ de la population totale. Cette année-là, comme ils le feront pendant plusieurs étés jusqu'au décès de Léopold, les époux Landsteiner partent pour Baden à la fin mai et s'installent dans la villa d'un ami, Joseph Eschi, dirigeant d'une fabrique de papier. La maison est au 531 Neugasse, actuellement 4, Konrad von Hötzendorf-Platz. Baden, souvent appelé Baden-Beyvin pour souligner la proximité de la capitale, est alors une charmante station thermale et climatique, située à 25 km au sud de Vienne, dans les vignobles, à la lisière orientale de la forêt viennoise. Mayerling n'est pas loin, où rôdera l'âme tourmentée de l'archiduc Rodolphe IV. Les eaux chaudes soufrées de Baden sont connues depuis l'Antiquité, pour lesquelles les Romains déjà construisirent des thermes. La ville fut la résidence d'été de l'empereur François Ier, 1765 à 1835, mais eut bien d'autres. Figure 3, portrait de Franziska Fanny S. épouse Landsteiner 1837 à 1908. Hôte célèbre dont Beethoven qui y aurait composé de larges parties de sa Missa Solemnis et de sa 9e symphonie, ou encore les écrivains Franz Grip-Hartzer et Léopold von Sacher-Masoch, le peintre Moritz von Schwind, le musicien Joseph Lanner. Sont nées à Baden, l'actrice Katharina Schratt 1853 à 1940, amie et confidente de l'empereur François-Joseph depuis les années 1885 jusqu'à sa mort en 1916, l'écrivain Hugo Bettauer 1872 à 1925, resté célèbre par ses romans La ville sans juifs, Die Stadt ohne Juden. Ein Roman von Übermorgen 1922, et La rue sans joie, dit Freudlosgasse 1924. L'acteur, metteur en scène et producteur Max Reinhardt 1873 à 1943. Dans les années 1860, Baden est une destination estivale très prisée de la bourgeoisie viennoise. Karl Landsteiner y naît, un peu par hasard, dans la villa de Joseph Eschi le 14 juin 1868. Le même jour, le nouveau-né est inscrit dans le registre de la communauté israélite de Vienne, Israelitische Kultusgemeinde Wien. La famille rentre peu après à Vienne, où la circoncision rituelle est célébrée le 21 juin, alors que l'enfant reçoit son prénom juif rituel de Gershon. 2. Karl écolier, la mort du père, Karl lycéen. À l'âge de 5 ans, le jeune Karl, figure 4, entre à l'école primaire pour l'année scolaire 1873 à 1874. Peu après, le décès brutal de son père en février 1875 est un coup terrible pour Karl et pour sa mère. La dépouille de Léopold Landsteiner est enterrée au cimetière israélite de Währing, faubourg au nord de Vienne. Dans cette période difficile, l'ami Joseph Eschi est là, ne ménageant pas son soutien affectif et matériel. Cette mort soudaine et prématurée du père est très vraisemblablement le nœud d'une relation affective étroite, quasiment fusionnelle entre Karl et sa mère, jusqu'à la mort de celle-ci en 1908. Avec l'année scolaire 1877 à 1878, Karl, qui a alors 9 ans,
commence ses études secondaires au KK Maximilian Gymnasium de Vienne, dans le quartier d'Alsergrund. Ouvert en octobre 1871, le Maximilian Gymnasium est au 10, Oasagas dans le 9e arrondissement. Il est appelé Oasa Gymnasium après la Première Guerre mondiale. Une quinzaine d'années plus tard, de 1892 à 1900, Stefan Zweig V fréquentera le même lycée, de même que, encore quelques années après, l'écrivain Félix Braun VI ou le compositeur et chef d'orchestre Erich Kleiber, 1890 à 1956. Les études secondaires duraient alors 8 années. Karl passe les 4 premières, années 1877 à 1878 à 1880 à 1881, et les 2 dernières, années 1883 à 1884 et 1884 à 1885, au Maximilian Gymnasium. Il suit les classes 5, 1881 à 1882 et 6, 1882 à 1883, au Staatsgymnasium de Linz en Haute-Autriche. Les résultats de l'élève Karl Landsteiner sont bons et réguliers, sans être exceptionnels. Par exemple, il est 12e sur 37 au classement final de la 5e année, 1881 à 1882, 8e sur 30 en 7e année, 1883 à 1884. Ses meilleurs résultats sont en sciences naturelles et mathématiques. Il gardera, sa vie durant, un grand intérêt pour cette dernière discipline, occupant volontiers ses loisirs à la lecture d'ouvrages mathématiques. En 1885, le lycéen Karl Landsteiner achève ses études secondaires par un succès aux épreuves écrites, en mai et orales, en juin et juillet, de l'examen final, la Matura 7. Les appréciations de ses juges sont moyennes en allemand et en grec, befriedigend, satisfaisant, en latin, genugend, assez bien, mais élogieuses en physique et sciences naturelles, vorzüglich, excellent ainsi qu'en mathématiques, lobenswert, digne d'éloge. 3. Karl étudiant en médecine. L'étudiant Karl Landsteiner entre à la faculté de médecine de l'Université de Vienne à l'automne 1885. Il a 17 ans. À la suite des réformes libérales de l'université conduites, après la Révolution de 1848, par le comte Léo Thun-Huit, ministre des cultes et de l'enseignement, la faculté de médecine de Vienne connaît, dans les années 1870 à 1880, une phase de croissance et de dynamisme extraordinaire neuf. Elle est alors. Figure 4, Karl Landsteiner enfant à l'âge de 5 ans. Médiocrement installé dans les bâtiments du vieil hôpital général, Allgemein Krankenhaus, construit sous le règne de l'empereur Joseph II, né en 1741, fils aîné de l'impératrice Marie-Thérèse, il règne de 1780 à sa mort, en 1790. C'est pourtant, malgré ses locaux vétustes, la plus grosse faculté de médecine du monde germanophone avec près de 1500 étudiants en 187 111 et près de 2300 en 1885. Ceux-ci viennent de toutes les provinces de l'Empire, de Translétanie, Hongrie, Croatie, Transylvanie, mais aussi de l'étranger, Russie, Italie, Grèce, Roumanie, Royaume-Uni, Scandinavie et même États-Unis d'Amérique. En 1886, la faculté compte 128 enseignants dont 19 professeurs titulaires, ordentlicher professor ou ordinarius, 44 professeurs adjoints ou associés, Ausrodentlicher professor, 65 maîtres de conférences, Privatdozent. Sa renommée est telle qu'elle attire les meilleurs enseignants et chercheurs d'autres facultés. Ernst Brücke est venu de Königsberg en 1849, Theodor Billroth de Zurich en 1867, Otto Kaller viendra de Prague en 1889, Theodor Escherich de Graz en 1902. Les études durent 5 ans, organisées en semestres. Le semestre d'hiver va d'octobre à fin mars, le semestre d'été d'avril à fin juillet. L'étudiant Karl Landsteiner consacre logiquement les semestres de sa première année, 1885 à 1886, aux sciences fondamentales. Il suit les cours de chimie médicale d'Ernst Ludwig et de son élève Julius Motner. Considéré comme le père de la chimie médicale à Vienne, Ludwig est un enseignant enthousiaste, recherché par les étudiants, ainsi qu'un expérimentateur rigoureux. Il influence profondément le jeune Landsteiner, pour qui la chimie restera la matière favorite tout au long des études et qui, dans sa carrière scientifique, abordera toujours les problèmes de sérologie avec l'esprit et les méthodes du chimiste. C'est dans le laboratoire de Ludwig que Landsteiner fera,
et publiera en 1892 son premier travail de recherche sur l'influence de l'alimentation sur la composition chimique du sang, C1. Il suit aussi les cours d'anatomie et de dissection de Karl Lange et de Karl Tolt, les cours de physiologie de Ernst Brücke et de son élève Sigmund Exner. La première année de l'étudiant Karl Landsteiner comporte aussi des enseignements de zoologie, de botanique, de physique et d'histologie. Les semestres de la deuxième année, 1886 à 1887, sont encore partiellement consacrés à la physiologie avec les enseignements de Ernst Fleischl von Marxow et Heinrich Obersteiner. Mais déjà, Landsteiner aborde les disciplines cliniques. Il suivra l'enseignement théorique et clinique de maîtres prestigieux dont beaucoup ont laissé un nom dans L'. L'histoire de la médecine, Hermann Nothnagel, Heinrich von Bamberger, Otto Kaller en médecine interne, Theodor Billroth et Edward Albert en chirurgie, Gustav Braun en obstétrique et gynécologie, Hermann Wiederhofer en pédiatrie, Karl Stellwag von Carion en ophtalmologie, Ernst Finger en dermatovénérologie, Hans Kundra et son élève Alexander Kolisko en histologie et anatomopathologie, Theodor Meiner en psychiatrie, Edward Hoffmann en médecine légale. L'année 1887 à 1888 est celle du service militaire, Militärdienstpflicht. Karl Landsteiner est incorporé en novembre 1887 pour 1 an, pendant lequel il peut néanmoins suivre les 5e et 6e semestres de ses études médicales. Son livret militaire de l'époque fournit des précisions sur sa personne, indiquant qu'il a les cheveux, les sourcils et les yeux bruns, qu'il mesure 1,785 mètres. On ne transige pas sur la précision dans l'armée impériale et royale, qu'il parle et écrit l'allemand. Du 1er octobre 1888 au 30 septembre 1889, tout en continuant ses études, il fait encore 1 an de service volontaire, Ein-Erik Freiwilliger, à l'hôpital de garnison de Vienne, situé dans l'enceinte de l'hôpital général. En février 1891, il réussit son 3e et dernier oral de doctorat, Rigorosum 12. Le 21 février 1891, Karl Landsteiner est admis au grade de docteur en médecine de l'Université de Vienne. Il a 22 ans. 4 conversions au catholicisme. Pendant ses études de médecine, Landsteiner vit seul avec sa mère dans une relation d'étroite affection mutuelle. Ils habitent alors au 3 Guntergasse, dans le 9e arrondissement, tout près de l'hôpital général. C'est alors que Karl décide, après semble-t-il bien des hésitations et de longues discussions avec sa mère, d'abandonner la religion juive pour se convertir au catholicisme. Le jeudi 4 décembre 1890, dans la Schottenkirche 13, Landsteiner est reçu au sein de l'Église catholique romaine sous les noms de baptême de Karl, Otto. Cette décision, ni le fils ni la mère ne l'ont jamais explicitée, laissant place aux suppositions. À l'époque, elle n'est d'ailleurs pas exceptionnelle puisqu'entre 1868 et 1903, 9000 juifs viennois environ se sont convertis, au catholicisme pour la plupart 14. Enfant, adolescent, étudiant, le jeune Landsteiner n'a jamais manifesté d'intérêt particulier aux questions religieuses. Toutefois, il a vraisemblablement été confronté à l'antisémitisme diffus et tenace, qui travaille alors la société viennoise avec l'arrivée massive de Juifs de Moravie ou des provinces orientales de l'Empire, Galicie, Bucovine, Transylvanie. Dans les années 1880 et 1890, les Juifs sont nombreux à l'université de Vienne, environ 30% de l'ensemble des étudiants, et spécialement à la faculté de médecine qui compte 40% d'étudiants juifs 15. L'écrivain et médecin Arthur Schnitzler XVI, dont les études secondaires et universitaires précèdent de quelques années celles de Landsteiner, décrit cette atmosphère dans son autobiographie. Pour nous, jeunes gens, et plus précisément pour nous juifs, la question était à cette époque très actuelle, car l'antisémitisme croissait et fleurissait avec de plus en plus de force dans les milieux estudiantins. Les corporations nationales allemandes avaient commencé à exclure les juifs et les descendants de juifs. Les provocations entre individus isolés, dans les amphithéâtres, les couloirs, les laboratoires étaient monnaie courante. 17. L'antisémitisme agitait aussi le corps professoral, et l'illustre chirurgien Theodor Billroth lui-même, dans un ouvrage de 1876 sur l'enseignement et l'apprentissage des disciplines médicales dans les universités de la nation allemande, 18, avait eu des propos ambigus.
On oublie souvent complètement que les Juifs forment une nation nettement distincte, et qu'un Juif ne pourra aussi peu qu'un Persan, qu'un Français, qu'un Néo-Zélandais ou qu'un Africain jamais devenir un Allemand. 19. Roth, toutefois, eut ultérieurement une attitude plus claire, et fut membre fondateur de l'association de lutte contre l'antisémitisme, Verein zur Abwehr des Antisemitismus, association fondée à Vienne en 1891, à laquelle appartint aussi Hermann Notnagel, 20. Sans être formellement interdit aux Juifs, les postes éminents de l'armée, de l'administration civile et de l'université étaient préférentiellement attribués aux catholiques. À la faculté de médecine de Vienne, si les médecins juifs étaient nombreux parmi les maîtres de conférences, Privatdozent et les professeurs adjoints ou associés, Ausrodentlicher Professor, il était beaucoup plus rare qu'ils deviennent professeurs titulaires, ordinarius. Ainsi, plutôt que comme un véritable élan religieux, la conversion de Landsteiner au catholicisme apparaît comme une décision stratégique, vraisemblablement inspirée et encouragée par Fanny Landsteiner pour favoriser la vie professionnelle et la carrière académique de son cher Karl XXI. Chapitre 4, Formation POSTDOCTORALES, 1891 à 1895. Son diplôme de docteur en médecine obtenu, Landsteiner entreprend une longue formation post-doctorale qui durera près de 5 ans. Surtout, cette formation est originale par son caractère mixte, médical et scientifique. Elle débute par un stage de médecine de quelques mois en 1891, se poursuit en 1891 à 1893 par de longs séjours dans des laboratoires de chimie et s'achève par un stage de chirurgie en 1894 à 1895. Il y a là, manifestement, un plan de carrière et l'exposé d'une méthode. Landsteiner exprime à la fois son attrait pour une carrière de recherche en biologie humaine et sa conviction qu'elle doit être menée avec les outils et les méthodes du chimiste. En conséquence, il se détourne vite de la médecine clinique, qu'il n'exercera en fait jamais. 1. Médecine interne. Landsteiner commence sa formation post-doctorale dans les premiers mois de 1891, à la deuxième clinique médicale de l'Université de Vienne. Il y reste une grande partie de l'année. Ce service est dirigé depuis 1889 par Otto Kaller, figure 5, venu de la faculté de médecine de Prague après le décès du titulaire précédent, Heinrich von Bamberger. 2. Landsteiner chimiste. Dans le domaine de la chimie, la formation post-doctorale de Landsteiner est particulièrement soignée, avec de longs séjours dans des laboratoires de chimie organique parmi les plus renommés du monde universitaire germanicain. À la fin de l'année 1891, il quitte Vienne pour l'Allemagne. Il passe le semestre d'hiver 1891 à 1892 à figure 5, Otto Kaller, 1849 à 1893, professeur titulaire et directeur de la deuxième clinique médicale de l'Université de Vienne, où Landsteiner commence sa formation post-doctorale au début de 1891. Würzburg, dans le laboratoire de chimie du professeur Hermann Emil Fischer. Celui-ci est alors un des maîtres de la chimie organique allemande. Il recevra le prix Nobel de chimie en 1902 pour ses travaux sur la synthèse des sucres et des purines. Dans l'équipe de Fischer, Landsteiner développe ses compétences en chimie organique, connaissances théoriques mais surtout acquisition des techniques de laboratoire. Fischer lui confie un travail sur les propriétés du glycéraldéhyde, groupe chimique à 2 atomes de carbone, chaud CH2OH, considéré comme un sucre simple. Ce travail est publié en 1892 dans les comptes rendus de la Société allemande de chimie, C2. Ce séjour à Würzburg s'avérera capital pour l'œuvre à venir de Landsteiner. En effet, c'est à l'exemple des travaux de Fischer sur la chimie des sucres qu'il va mûrir les idées et les méthodes qu'il appliquera plus tard à la chimie des antigènes et des réactions sérologiques. L'étape suivante est Munich, où Landsteiner passe le semestre d'hiver 1892 à 1893 dans le laboratoire du professeur Eugène Bamberger. Un peu plus jeune que Fischer, Bamberger n'est encore que professeur adjoint. C'est déjà, néanmoins, une figure marquante de la chimie organique. Il est reconnu comme chercheur imaginatif, expérimentateur à la fois inventif et rigoureux. En outre, c'est un enseignant vivant et clair, très proche des jeunes chimistes de son équipe, soucieux de leur formation théorique et pratique.
Dans le laboratoire de Bamberger, Landsteiner travaille sur la réaction du diazobenzène à l'action oxydante du permanganate de potassium. Cette étude est publiée en 1893, elle aussi dans les comptes rendus de la Société allemande de chimie, C3. Après Munich, toujours en 1893, Landsteiner est à Zurich, à l'Institut fédéral polytechnique, dans le laboratoire du professeur Arthur Hantzsch. Il y travaille sur un sujet de chimie organique, la transformation des pseudonitrols en kétoxymes, dont les résultats seront publiés en 1896, toujours dans les comptes rendus de la Société allemande de chimie, C7. 3. Retour à Vienne, chirurgie. Landsteiner revient à Vienne pour terminer sa formation postdoctorale. Il fait un très long stage, étendu sur 1894 et 1895, dans la première clinique chirurgicale de l'université. Ce service est dirigé par le professeur Edward Albert, un des pionniers de la greffe de nerfs et de la chirurgie articulaire, par ailleurs très brillant conférencier d'eux. Landsteiner travaille surtout avec les assistants d'Albert, Adolf Lorenz, qui sera ultérieurement reconnu comme le père de la chirurgie orthopédique autrichienne 3, et Julius Schnitzler, le jeune frère de l'écrivain Arthur Schnitzler, surtout spécialisé en chirurgie digestive. Son travail quotidien consiste à rédiger et tenir à jour les observations des patients, rédiger les comptes rendus opératoires, assurer les aides opératoires, operation sugling, faire lui-même enfin, sous le contrôle des seniors, certains gestes chirurgicaux simples. Chapitre 5, les années d'assistanat, 1896 à 1907. Un Landsteiner à l'Institut d'hygiène, 1896 à 1897. Dès octobre 1895, Max Gruber, professeur d'hygiène et directeur de l'Institut d'hygiène, propose au conseil de faculté la nomination de Landsteiner à un poste d'assistant. Cette nomination entérinée, c'est en janvier 1896 que Landsteiner prend son poste d'assistant à l'Institut d'hygiène de la faculté de médecine de Vienne, pour une période initialement fixée à 2 ans mais qui ne durera que 18 mois. Il a 27 ans, figure 6. Max Gruber est professeur titulaire, ordinarius, directeur de l'Institut d'hygiène depuis 1891. Celui-ci est pauvrement installé dans 4 pièces d'une grande bâtisse vétuste de la Schwarzpanier-Straße, jouxtant le vieil hôpital général et appelé l'ancienne manufacture d'armes, Alte-Gewehrfabrik. Les locaux sont exigus car la bâtisse est partagée entre plusieurs instituts et laboratoires. Outre l'Institut d'hygiène, elle abrite les locaux des chaires d'anatomie et de physiologie, ainsi que les instituts d'embryologie, d'histopathologie et de chimie-pathologie. Ces médiocres conditions matérielles ne seront probablement pas étrangères au départ de Gruber, en 1902, pour la chaire et l'Institut d'hygiène de la faculté de médecine de Munich où il terminera sa carrière professorale. À l'arrivée de Landsteiner, le principal thème de recherche du laboratoire est la sérologie antibactérienne, particulièrement l'analyse du phénomène de Pfeiffer, Pfeiffer's phénomène. Bactériologiste allemand et élève de Robert Koch, Richard Pfeiffer étudie dans les années 1894 à 1895 l'infection expérimentale du cobaye par le Vibrio cholérique, Vibrio cholerae. Bactérie à gram négatif, en forme de bâtonnet incurvé, muni d'un flagelle qui lui donne sa mobilité, c'est l'agent du choléra. Après injection intrapéritonéale d'une culture de vibrion à un cobaye, Pfeiffer constate la mobilité des germes et leur multiplication jusqu'à la mort de l'animal. Par contre, la même injection à un cobaye déjà immunisé contre le choléra n'est pas mortelle, les vibrions perdant très vite leur mobilité, ils prennent une forme arrondie, pâlissent rapidement et disparaissent du liquide de la cavité péritonéale 2. À Vienne, Gruber et l'un de ses élèves, l'anglais Herbert Edward Durham, 1866 à 1945, parviennent à reproduire in vitro le phénomène de Pfeiffer. En présence d'un sérum de cobaye immunisé, les vibrions s'immobilisent et s'agglutinent en amas. Gruber et Durham étendent ensuite leurs recherches au pouvoir agglutinant du sérum humain sur diverses bactéries, dont le bacille de la fièvre typhoïde, Salmonella typhi. Dès 1896, à peu près au même moment que Fernand Vidal, 1862 à 1929, et Jean-Athanase Sicard, 1872 à 1929, à Paris, il propose cette réaction d'agglutination pour le diagnostic rapide de la typhoïde.
Elle sera ultérieurement connue sous le nom de réaction de Gruber-Vidal 3, 4, 5, 6. En sérologie et bactériologie, l'expérience de Landsteiner est encore limitée, mais il possède un solide bagage théorique et expérimental en chimie organique. Il s'attaque, dès 1896, à l'évaluation quantitative et cinétique des outils méthodologiques conçus par Pfeiffer, Gruber et Durham. Immunisation animale contre les bactéries, agglutination et transformation des bactéries par des sérums humains in vivo, phénomène de Pfeiffer, et in vitro. Il montre d'abord que l'agglutination bactérienne par un sérum humain n'est que partiellement spécifique. Dans le cas d'un sérum de cobaye immunisé contre Bacillus typhimurium, l'agglutination est complète pour cette bactérie mais existe aussi incomplète et moins intense pour des espèces bactériennes plus ou moins voisines telles que Bacillus pyocyaneus, Bacillus enteritidi, Bacillus typhi, Bacillus coli, Bacillus prodigiosus, Bacillus megatherium 7. Puis il évalue la survie de cobayes infectés par injection intrapéritonéale de Bacillus typhimurium en quantité. Figure 6. Karl Landsteiner jeune au début de ses années d'assistanat, vers 1896. Croissante. La durée de survie augmente lorsque diminue la charge bactérienne injectée, surtout, l'allongement de cette survie devient très net quand un volume de sérum humain est ajouté à l'injection bactérienne. Enfin, sur un modèle expérimental de culture in vitro, Landsteiner analyse la cinétique de prolifération bactérienne en fonction de divers paramètres, comme l'apport de sérum de cobaye humain ou non humain et l'apport d'exsudat péritonéal de cobaye, utilisé à l'état frais ou modifié par centrifugation ou congélation. Ce travail, publié en mai 1897 dans la Wiener Klinische Wochenschrift, C8, porte déjà la marque de son auteur. Il est long, lent, austère, méthodique, scrupuleusement factuel, avec des conclusions curieusement laconiques, prudentes, presque timorées. Telle sera jusqu'au bout la démarche scientifique de Landsteiner. Celui-ci réalise d'autres travaux expérimentaux à l'Institut d'hygiène, mais qui ne seront publiés que plus tard, alors qu'il a déjà rejoint Anton Weschselbaum à l'Institut d'anatomopathologie. Dans l'un d'entre eux, il étudie le pouvoir inhibiteur du sérum de lapin immunisé contre le bacille cholérique, Vibrio cholerae, sur la croissance in vitro de cette bactérie. Il montre que la croissance bactérienne, évaluée sur l'aspect clair ou trouble du milieu ainsi que sur le nombre de colonies bactériennes angéloses, diminue en présence de quantités croissantes de sérum humain, C11. Dans un autre travail, publié en mars 1899, Landsteiner s'écarte du champ de la bactériologie, C12. Reprenant le modèle expérimental de Pfeiffer, il injecte, dans la cavité péritonéale de lapin, du sang défibriné de cobaye, de chien ou de cheval. Il observe que le pouvoir d'hémolyse, dit Lösenwirkung, ou d'agglutination, dit Agglutinierenwirkung, du sérum de ces lapins augmente nettement en comparaison de celui d'animaux témoins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.